Bonsoir Romane Brizard. Bonsoir. Votre récente enquête sur l'inceste a duré 5 ans. Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé, pour ne pas dire choqué, dans le fonctionnement judiciaire que vous avez observé? C'est difficile de choisir, tant en fait les défaillances sont nombreuses. Ça a été ça en fait mon travail sur 5 ans, ça a été, d'analyser, chaque maillon de cette, chaîne judiciaire défaillante. Il y en a beaucoup. Les défaillances, elles s'observent, du côté de la police, dans les tribunaux, pénal, civil, voilà, différents jugements, dans les services de la protection de l'enfance. Je dirais que, ce qui me laisse toujours le plus, abasourdi, c'est le fait qu'en France, la plus récente loi qui était censée, voilà, faire avancer le droit des enfants, et qui date de mars 2024, ne suspend, les liens entre un enfant qui dénonce l'inceste et le père qui le dénonce qu'en cas de mise en examen, et cette mise en examen, elle arrive souvent après, des années, d'enquête policière. Donc pendant tout ce temps, l'enfant est maintenu, entre, les mains, de celui qui le dénonce. Ça, c'est quelque chose qui m'a marquée. Et dans ce livre Inceste d'État, vous allez jusqu'à parler, évoquer d'une violence institutionnelle. Selon vous, pourquoi ce phénomène reste-t-il encore si peu reconnu en France? Alors on en parle, mais quand même très peu. Effectivement, on parle d'inceste depuis, 2021 à peu près et la vague MeToo inceste, mais on n'est pas allé creuser les angles morts, autour de ce fléau, qu'on touchait à peine du doigt en 2021. Donc on s'est pas penché sur la justice, par exemple. Donc en fait, on est qu'au tout début du chemin, et tant qu'on se pose pas les yeux vraiment précisément sur un système et qu'on le décortique pas, on peut pas le comprendre et donc on peut pas lutter, contre ces failles. Donc voilà, le travail là commence à peine avec une commission d'enquête parlementaire en France, mais c'est un travail qui va être très long et très vaste surtout. Oui, on est au début du chemin, vous le dites, mais est-ce que tout de même, en 5 ans, vous avez constaté une évolution dans la prise en compte? Il y a cette commission d'enquête. Est-ce que les choses vont pouvoir avancer, ou semblent en tout cas avancer? Non, pour l'heure, je crois, que je ne suis pas trop, pessimiste si je dis que voilà, il y a pas de grands chantiers en cours ni à venir. Cette commission, pour l'instant, c'est qu'une promesse, c'est, des députés qui se rassemblent, qui écoutent, des auditions, sous serment, qui sont censés en faire un rapport, des recommandations, au gouvernement. Mais pour l'heure, on n'est sûr de rien. Il y a eu, toute une foule, une multitude d'autres commissions qui se sont créées en France, notamment suite, au scandale Betaram. Voilà, ce sont parfois de gros coups de com', on va dire. Donc il ne faut pas, aller trop vite en besogne et il faut rester vigilant sur, l'impact véritable de ces travaux, au final. Alors, cela découle également de votre enquête, de vos travaux, de vos recherches. Vous êtes à l'origine du podcast Mère en cavale, qui a rencontré un large public. Qu'apporte, selon vous, le format audio dans le traitement de sujets aussi sensibles? Je crois que ce qui a plus particulièrement fonctionné avec le podcast, parce que j'avais déjà, publié des morceaux de cette enquête de 5 ans dans différents médias nationaux, notamment, le journal Libération. Mais ce qui a changé avec le podcast, c'était tout simplement, voilà, la possibilité pour, le citoyen d'entendre ces femmes et notamment des femmes recherchées par Interpol, des femmes en cavale que je suis allée voir à l'étranger, qui ont donc fui ces décisions de justice qu'elles, considéraient, évidemment dangereuses pour leurs enfants. Voilà, c'est pas la même chose de lire une citation que d'entendre, la voix d'une femme. Ça lui donne de la chair, voilà, on se met encore plus, je pense, à la place d'eux, et c'est pas, parce que ces voix sont tremblantes ou que ces femmes pleurent, au contraire, c'est parce que ces témoignages sont d'une puissance assez folle et je pense que c'est ça qui a marqué les gens et que c'est pour ça que ce podcast a si bien marché. Alors on comprend bien évidemment qu'elles ont besoin effectivement de faire entendre leur voix, de parler de leur situation, mais comment tout de même avez-vous gagné la confiance des mères et des enfants qui témoignent dans vos différentes enquêtes? Alors au début, moi aussi, je pensais que ça allait être dur de gagner leur confiance. Finalement, c'est un peu l'inverse qui s'est passé, qui s'est produit. Parce que lorsque je fais mon premier appel à témoignage, fin 2020, voilà, j'ai peur de me réveiller, sans réponse, les jours suivants. Or, assez rapidement, en fait, j'ai, beaucoup de gens qui viennent me parler et qui ont besoin de parler. Après la confiance, elle se crée sur le long terme parce que ces femmes, m'ont aussi passé au scanner. J'ai dû montrer, carte d'identité
titrées, cartes de presse, voilà, pour gagner leur confiance, encore plus lorsqu'elles sont recherchées par Interpol et que je vais les voir à l'étranger. Bon là, je l'explique dans mon livre, c'est voilà, toute une liste de mesures de protection que je dois mettre en place pour elles, pour moi, des téléphones prépayés, être intraçable en fait, numériquement, géographiquement aussi, morceler mes itinéraires. Enfin voilà, c'est une confiance qui se gagne parce que tout simplement, je les écoute. Ce sont elles les expertes de la dissimulation. Elles sont devenues expertes dans l'art, voilà, de disparaître, de se protéger, de protéger leurs enfants. Ce qu'elles me demandent est totalement légitime, à savoir voilà, ne pas devenir une mule pour les renseignements qui pourraient les mener jusqu'à elles. Alors ce soir, vous êtes reçus par vos pairs au Monaco Press Club. Nous vous donnons la parole sur Monaco Info. Mais est-ce que vous estimez que les médias jouent suffisamment leur rôle dans la couverture des violences intrafamiliales? Non, je pense que les médias sont loin d'être à la hauteur. Je le regrette, tout comme je comprends aussi, parfois les obstacles, notamment, voilà, financiers. On le sait, hein, la presse, c'est un monde qui va mal, tout comme, le monde des éditeurs, par exemple. En ayant publié ce livre, je m'en suis bien rendu compte. En revanche, voilà, il y a aussi un frein, la société est encore dans un véritable tabou et déni autour de l'inceste. Les médias n'y échappent pas, tout comme la justice n'y échappe pas. Après Inceste d'État, quels sont les prochains combats ou sujets que vous souhaitez porter dans vos futures enquêtes? Et est-ce que vous allez aussi y revenir et suivre l'avancée de ces nombreux combats judiciaires? C'est, un sujet, dont je pourrais pas me détacher aussi parce que je suis une femme de mon temps, je pense, et que voilà, j'ai envie de vivre, ces révolutions, ces évolutions et d'y participer d'une manière ou d'une autre. En revanche, voilà, le poids de cette enquête, comme je vous le disais, je commence à le mesurer aussi et donc à dessiner aussi d'autres horizons. Pourquoi pas travailler sur d'autres sujets qui seraient pas, moins lourds? En tout cas, ce à quoi je pense, c'est précisément le handicap, et l'alcoolisme, peut-être plus généralement les addictions, mais voilà. C'est vrai que j'aspire en tout cas à ne pas regarder que ça et à pouvoir faire de l'enquête, me tester aussi sur des enquêtes autres que l'inceste. Merci Romane Brizard pour ce témoignage et pour ce journalisme de combat. Merci Romane Brizard d'avoir été notre invitée à l'occasion de votre venue à Monaco, à l'invitation du Monaco Press Club. Merci.